Voici la fameuse ration D de la Seconde Guerre mondiale, une barre de chocolat qui était donnée aux soldats américains comme ration de secours. Une barre de chocolat que beaucoup affirment avoir été délibérément conçue pour avoir un goût horrible. Mais à quel point cette barre de chocolat avait-elle vraiment mauvais goût ? Eh bien, je vais le découvrir moi-même en recréant la ration de campagne D de l'armée américaine en utilisant la formule originale. Depuis que j'ai réalisé ma première vidéo sur la Seconde Guerre mondiale ici, sur la chaîne il y a presque 4 ans, j'ai toujours voulu goûter la ration D, c'est une véritable légende. Mais avant d'être connue sous le nom de ration D, elle s'appelait la Logan Bar. Et elle portait le nom de l'homme qui a dirigé sa création, le capitaine puis colonel Paul Logan. Il avait été inspiré par une ration précédente de 1932 destinée à la cavalerie, qui était une barre de chocolat de 12 onces composée essentiellement de chocolat, de sucre et de beurre de cacahuète. Absolument délicieuse, mais un échec total en tant que ration de secours. La forte teneur en gras et en sel rendait quiconque la mangeait très assoiffé et elle rancillissait en quelques mois. Gardant cet échec en tête, le capitaine Logan, alors à l'école de subsistance de l'armée à Chicago, a développé une nouvelle ration de chocolat portable, calorique, durable et ne fondant pas dans les poches des soldats. Finalement, il s'est tourné vers le chimiste en chef de la société Hershey pour obtenir de l'aide. Il s'appelait Samuel F. Hinkle et c'était le génie derrière le sirop Hershey et la Mr. Good Bar. Et selon les archives de Hershey, lors de cette toute première réunion, Logan a exposé toutes les spécifications dont il avait besoin pour cette barre et il a ajouté une chose de plus. Comme il s'agissait d'une ration d'urgence, il ne voulait pas que les soldats la mangent, à moins qu'il ne s'agisse d'une véritable urgence. Il a dit qu'elle devait avoir un goût un peu meilleur que celui d'une pomme de terre bouillie. Et donc, en suivant ses instructions, Samuel Hinkle a mis au point cette recette qui comprenait du chocolat nature, du saccharose, du sucre, du lait écrémé en poudre, du beurre de cacao supplémentaire, de la farine d'avoine crue, de la vanilline qui est l'arôme de vanille. Et plus tard, ils ont ajouté du chlorhydrate de thiamine qui est la vitamine B1. Comme cette recette donne des quantités très précises, je vais tout indiquer en grammes pour que vous puissiez les peser. Donc cela permettra de faire des barres de 113 grammes. Ce dont vous aurez besoin, c'est de 160 grammes de chocolat non sucré, 160 grammes de sucre, 70 grammes de lait écrémé en poudre, 30 grammes de beurre de cacao, également appelé graisse de cacao. Vous devez vous assurer d'acheter du beurre de cacao de qualité alimentaire, car beaucoup de ceux que l'on trouve sont destinés à la fabrication de maquillage. Ensuite, 20 grammes de farine d'avoine. C'est l'ingrédient clé qui permet à cette barre de ne pas fondre. Un demi-gramme de vanilline. Ceci est de la poudre de vanilline. C'est le genre de choses qui aurait probablement été utilisé. C'est assez cher et difficile à trouver. Vous pouvez donc utiliser de la vanille à la place. Ensuite, comptez 1,8 g ou une capsule de chlorhydrate de thiamine, mais ce n'est pas indispensable. Ça ne va vraiment pas affecter le goût du tout. Et ça n'a été ajouté qu'un peu plus tard pour éviter que les gens attrapent le beriberi, qui est une maladie tropicale provoquant plein de choses, dont des douleurs aux pieds. Ça fait mal aux pieds quand on marche. Et maintenant, revenons à cette bardée, ce qui, je trouve, sonne un peu comme une insulte d'enfant. Ouais, bardée. Donc, une fois que vous avez tous vos ingrédients prêts, il vous faudra un moule. J'ai trouvé celui-ci sur eBay, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà utilisé. J'ai trouvé celui-ci sur eBay, mais j'en ai vu d'autres en ligne. Celui-ci est pour une barre de 4 onces qui était la norme d'origine. Elle est découpée en 6 morceaux. Ils ont ensuite fabriqué des barres de 2 et 1 once, mais celle de 4 onces restait la norme. Ensuite, pour faire fondre tout le chocolat et les ingrédients, vous allez vouloir utiliser un bain-marie ou, si vous n'en avez pas, un bol résistant à la chaleur au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, parce que si vous le mettez directement sur la cuisinière, ça risque de brûler. Mettez le chocolat et la graisse de cacao dans la partie supérieure du bain-marie, portez l'eau du bas à ébullition et placez le tout dessus. En quelques minutes, chocolat et graisse fondent ensemble, ajoutez ensuite le sucre et mélangez pour le faire fondre. Obtenez un mélange le plus lisse possible car rien de ce qu'on ajoutera ensuite n'améliorera sa texture. Ajoutez ensuite le lait en poudre. Je suppose que l'idée ici est de faire une sorte de chocolat au lait, mais comme il s'agit de lait en poudre et qu'on ne le réhydrate pas, il ne sera jamais complètement réhydraté. En fait, vous avez de la chance si cela se mélange aux autres ingrédients. C'est à ce moment-là que le mélange passe d'une texture lisse à une texture un peu granuleuse et ça ne va faire qu'empirer quand on va ajouter l'ingrédient suivant,
la farine d'avoine. Parmi tous les ingrédients, et c'est sans doute celui qui altère le plus saveur et texture, pourtant, selon un marine du Pacifique Sud, ce n'était pas si mauvais. Elles étaient au chocolat avec beaucoup de flocons d'avoine, mais ça allait. Elles étaient bonnes. Je crois que cette réaction tiède était précisément ce que le capitaine Logan voulait. Assez bonne pour être mangée, mais rien de plus. Après la farine d'avoine, seule la vanilline et le chlorhydrate de thiamine sont ajoutés sans quantité suffisante pour influencer la texture. Aussi, je n'ai jamais utilisé cette vanilline cristallisée, parfois appelée vanilline. Les deux sont corrects. Je ne sais pas exactement quelle quantité de vanille ordinaire utiliser par rapport à celle-ci, mais je pense qu'une cuillère à café peut-être, je ne sais pas. Une fois que tout est ajouté, continuez à remuer pendant environ 2 minutes, juste pour être sûr que tout est bien incorporé, puis retirez du feu et préparez votre moule. C'est là que je regrette de ne pas avoir acheté 4 moules, car en faire un à la fois prendra vraiment beaucoup de temps, mais après coup, tout semble évident. Le fait est que lorsque Hershey a commencé à en produire, ils ont été surpris car ils versaient d'habitude du chocolat dans des moules, alors qu'ici, il s'agit plutôt d'une pâte. Et donc, lorsque la première grosse commande de 90 000 bars est arrivée en 1937, ils ont dû remplir chaque moule à la main. Et c'est exactement ce que je fais. Alors prenez une spatule, remplissez le moule et égalisez la surface, puis il faut attendre que le chocolat refroidisse. Et pour votre information, il faut environ 8 heures pour que le chocolat refroidisse et devienne une masse solide. On va donc rester ici toute la journée si on ne le met pas au réfrigérateur. Finalement, je l'ai mis au frais et il a quand même mis 1 heure à durcir. Et pendant que le chocolat refroidit, assurez-vous d'être abonné à Tasting History et d'activer la cloche de notification car ainsi, vous recevrez des notifications lorsque je publierai la suite de cette série, puisque c'est en fait la première vidéo d'une série sur les rations de la Seconde Guerre mondiale. Pas les rations civiles, je les ai déjà faites, mais les rations militaires, pas seulement américaines. Je vais faire la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'URSS et le Japon, peut-être l'Australie, tous ceux que je pourrais trouver. Je vais faire une vidéo sur leurs rations, mais nous allons commencer avec la ration D et nous allons, espérons-le, répondre à la question de savoir pourquoi cette barre était si notoire. Après des mois de développement et des semaines de production, la nouvelle barre Logan du capitaine Logan était prête à être distribuée. Et en 1937 et 1938, elle a été envoyée dans certains des climats les plus extrêmes du monde, aux soldats américains aux Philippines et au Panama, à Hawaï et même à la frontière du Texas. Certaines boîtes ont même suivi l'amiral Richard E. Byrd lors de sa 3e expédition en Antarctique. Les essais furent un succès, la barre Logan n'a pas fondu. Elles ont empêché les gens de mourir de faim lors des exercices de privation alimentaire. Et même si personne ne se plaignait, le goût n'était pas assez bon pour que quelqu'un ressente le besoin de la manger avant le moment prévu. Et grâce à ce succès, le 9 novembre 1938, l'armée américaine a adopté la barre Logan comme ration d'urgence principale. Et 1 an plus tard, elle a été désignée comme la ration de campagne D de l'armée américaine. Le chocolat part en guerre avec la ration D. La ration D comprend 3 barres de chocolat concentré de 4 onces chacune. Son objectif principal est d'assurer la subsistance des forces armées en cas de détresse extrême, de stress ou lorsqu'elles sont isolées de leur base d'approvisionnement pour de courtes périodes. Il est aussi prévu de fournir de l'énergie supplémentaire aux troupes engagées dans un combat continu sans pause repas. Au départ, les barres étaient emballées dans du papier aluminium, mais dès le début de la guerre, l'aluminium s'est raréfié. Il y avait aussi des inquiétudes qu'à l'instar de la Première Guerre mondiale, les différents combattants commencent à utiliser du gaz moutarde et du gaz de chlore. Et donc, pour protéger la ration de toute contamination, ils sont passés à un emballage en cellophane imperméable. Ensuite, le chocolat était stocké dans des boîtes en carton ciré sur lesquelles étaient imprimés les ingrédients, les calories, 6 cents par barre, ainsi que les instructions sur la façon dont elles devaient être consommées. À consommer lentement en environ une demi-heure. Mais d'après ce qu'un soldat en disait, il fallait déjà avoir de la chance pour réussir à manger ça en une demi-heure. Il était impossible de le manger en moins de 30 minutes, sauf fondu, ce qui semblait irréalisable. Il faisait froid, c'était l'hiver et tu avais une barre D. C'était dur comme la pierre, tu essayais de mâcher sans succès, tu pouvais juste le sucer pour en avoir un peu le goût, mais rien de plus. C'est dur, mais ça te faisait apprécier les bons repas à la maison.
Une autre façon, apparemment plus appétissante, de consommer ce truc était aussi indiquée sur la boîte, indiquant qu'on pouvait l'émietter dans une tasse d'eau bouillante pour le dissoudre et en faire une boisson si on le souhaitait. William Abel le consommait ainsi sur le théâtre européen. Dans nos rations, une barre de bonbons était du chocolat dur. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre couteau et on en râpait dans un quart, on y mettait de l'eau et ça faisait le meilleur chocolat chaud que vous ayez jamais goûté. Donc on en avait presque tous les jours. Et au moment où les États-Unis sont réellement entrés en guerre, la société Hershey avait trouvé un moyen d'automatiser le moulage de ces chocolats, ce qui leur permettait d'en produire 100 000 unités par jour. Et à la fin de la guerre, ils en fabriquaient 24 millions par semaine, mais ils n'étaient pas les seuls à en produire. D'autres chocolateries ont produit la même barre avec quelques variations dans la recette. Une variation concernait sa taille, car bien qu'elle ait commencé comme une barre de 4 onces, des barres de 2 onces ont également été fabriquées et celles-ci étaient incluses dans la ration K. Il s'agissait de collections d'aliments conservés destinés aux situations d'urgence. Viande en conserve, raisins secs, beurre de cacahuète, pemmican, chewing-gum, poudre de bouillon, cigarettes et des bonbons, soit des bonbons durs, soit la ration D de 2 onces. Au fur et à mesure que la guerre avançait, il continuait à apporter des ajustements à la ration D d'origine. Par exemple, si vous étiez dans le théâtre du Pacifique, vous pouviez recevoir la version tropicale qui n'incluait pas de farine d'avoine et qui était réputée être bien plus savoureuse que la ration D standard. Le problème était qu'elles étaient plus sujettes au blanchiment. Cette substance blanche sur les bonbons de Pâques de l'an dernier était prise pour de la moisissure par les soldats qui les jetaient. Ils devaient donc indiquer sur l'emballage que les conditions de stockage pouvaient provoquer un blanchiment de la surface de la barre. Cela n'affecte pas la qualité gustative. Ces barres plus savoureuses sont restées rares jusqu'à la fin de la guerre. Ainsi, la plupart des soldats devaient se contenter de la barre D pour leur envie de sucrer. Même là, ça ne marchait pas. On manquait toujours de sucre. Ils donnaient une barre D à garder pour quand il n'y avait plus de nourriture. C'était du chocolat, mais c'était un type spécial de chocolat qu'ils avaient modifié pour qu'il ne soit pas sucré. C'était comme manger de la cire. Un soldat nommé Robert W. Miller détestait tellement ces barres que même après la guerre, il a dit qu'elle l'avait dégoûté du chocolat à vie. Il y avait une ration de classe A, une de classe B, une de classe C qui était une ration d'urgence, puis la classe D était aussi une ration d'urgence, qui était une barre de chocolat faite de chocolat tropical. On ne pouvait pas la faire fondre. Pour la manger, il fallait la tailler, comme ça. C'était horrible, dur comme une pierre. J'aurais pu la lancer sur l'ennemi pour les tuer. J'ai survécu avec ça un moment. Je suis revenu, je ne pouvais plus manger de chocolat. Absolument déchirant. Mais alors que beaucoup se plaignaient de la ration D, d'autres l'adoraient parce qu'elle leur permettait de survivre. Et c'était tout l'objectif de la ration D, pour vous donner quelque chose à manger lorsqu'il n'y avait absolument aucune alternative. Comme l'a dit un soldat pendant la bataille des Ardennes, ils sont restés cloués sur place pendant 3 jours et ont survécu avec juste un peu de fromage et une barre de chocolat de secours. L'une des histoires de survie les plus célèbres de la guerre, qui a même été adaptée en film, met en avant la ration D, mais celle-ci n'a jamais pu montrer tout son potentiel. Voyez-vous, en mai 1943, le bombardier de Louis Zamperini a eu des problèmes mécaniques et s'est écrasé dans l'océan à 850 miles au sud d'Oahu. Seulement 3 des 11 membres d'équipage ont survécu au crash et ont réussi à embarquer sur 2 radeaux gonflables. Quant aux provisions, entre les 2 radeaux, nous avions 6 barres de chocolat et 8 boîtes d'eau d'une demi-pinte. Conçues comme nourriture de survie, les barres de chocolat étaient grandes, divisées en 6 sections. Il a en quelque sorte pris les choses en main et a réparti le chocolat pour que chacun en ait un peu chaque jour et que cela dure toute une semaine. Cette nuit-là, ils se couchent tous et se réveillent le lendemain matin, impatients de prendre un petit déjeuner avec ce chocolat. Mais il a disparu. Tout a disparu. Et c'est parce que l'un des 3 hommes, McNamara, a mangé les 6 barres pendant la nuit. Étonnamment, ils ne l'ont pas jeté par-dessus bord à ce moment-là, mais c'est parce qu'il pensait être secouru dans quelques jours seulement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a fallu 47 jours à survivre avec de l'eau de pluie et en mangeant 2 albatros qu'ils ont attrapés, ainsi que quelques poissons qu'ils ont pêchés en utilisant l'un des albatros comme appât. 47 jours de typhons, d'attaques constantes de requins, de quasi-morts par la faim,
et même d'avoir été mitraillé par un avion de chasse japonais. Au 33e jour, McNamara, qui avait mangé tout le chocolat, est en fait décédé. Et ce n'est qu'au 47e jour que les deux autres ont atterri aux îles Marshall pour être immédiatement capturés par les Japonais. Ils ont ensuite été envoyés dans un camp de prisonniers de guerre presque aussi terrible que le radeau. Et en parlant de camp de prisonniers de guerre, c'est en fait un autre endroit où l'on pouvait obtenir la ration D. La plupart du temps, c'était en Europe, dans les camps allemands de prisonniers de guerre. Pendant son séjour dans un de ces camps, Francis Flynn se rappelait que dans le camp de prisonniers, nous recevions un petit bol de soupe aux choux ou aux pommes de terre par jour. Mais nous recevions des colis de la Croix-Rouge qui étaient apportés une fois par mois. Il y avait une barre de chocolat, du lait en poudre, des biscuits, des cigarettes. Nous prenions la barre de chocolat, nous la découpions et nous la mettions avec le lait en poudre, puis nous prenions un peu du lait en poudre qu'il nous restait et nous en faisions une petite crème fouettée. Et nous mettions ça par-dessus et c'était délicieux. Un autre prisonnier se rappelait s'être évadé lors d'une marche forcée depuis l'un des camps allemands de prisonniers de guerre avec un autre détenu. Et la seule nourriture qu'ils avaient avec eux était l'une de ces barres D. Et donc, après quelques jours de famine, l'un d'eux aperçoit des escargots dans une sorte de gouttière et décide qu'il faut manger, alors mangeons ces escargots. Alors ils l'ont fait, mais ils étaient tellement dégoûtés qu'ils n'ont pas réussi à les garder dans l'estomac, alors ils se sont dit « D'accord, on peut le faire avec l'aide de la barre D. Prenons juste un peu de chocolat et ensuite avalons cette chose, on aura un escargot enrobé de chocolat. » La réponse sur la mauvaise qualité de la ration D dépend en partie de la situation dans laquelle on la consomme. Si vous avez d'autres aliments, alors ce n'est probablement pas terrible. Mais si vous êtes affamé et qu'il n'y a rien d'autre à manger, alors c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez imaginer. Et c'est tout l'intérêt de cette ration. Ne mangez que lorsque vous êtes affamé. Malheureusement, je viens de déjeuner il y a environ 2 heures, donc je ne suis pas affamé. Je ne sais donc pas ce que je vais penser de cette ration D de la Seconde Guerre mondiale. Une fois que la barre de chocolat a durci, vous pouvez la démouler et elle est prête à être consommée. Et voilà, la ration D de la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure façon de manger ça, du moins pour commencer. Je vais essayer de la casser. Vous savez, c'est un peu perforé. Ouh! D'accord. Donc ce n'est pas... C'est dur, mais pas autant que je le craignais. Donc c'est très... Vous pouvez voir, c'est déjà très granuleux à l'intérieur. Goûtons-y. Ce n'est pas aussi mauvais que je le pensais. J'aimerais que ce soit un peu plus sucré, oui, mais ce n'est pas super amer. Il y a une bonne quantité de sucre dedans. Ce que je n'aime pas, c'est la texture. C'est très sablonneux, mais pas vraiment. Pas au point d'être horrible. C'est juste qu'il y a quelque chose qui cloche. Le truc, c'est que je viens de les faire. Et je parie que si je le laissais là pendant des mois, ça deviendrait plus dur et encore moins appétissant. Alors peut-être que j'en garderai un pendant environ 6 mois et je réessayerai ensuite. Mais ce n'est pas terrible. Et c'est ce qu'ils devaient utiliser. Peut-être, comme je l'ai dit, il existait différentes entreprises qui fabriquaient ça. Et ils les fabriquaient selon des spécifications différentes. Ils avaient tous les mêmes spécifications, mais ils ne les fabriquaient pas de la même façon. En regardant des photos réelles de l'époque, on voit qu'ils ne sont pas tous identiques. Et certains d'entre eux sont presque d'un brun si foncé qu'ils sont presque noirs, ce qui signifie qu'il y a probablement très peu, voire pas du tout, de sucre dedans. Ceux-là seront très amers, presque comme manger de la poudre de cacao pur, ce qui est terrible. Mais ce que je veux faire, c'est en casser un peu et essayer de faire du chocolat chaud. Donc je vais utiliser un couteau pour en casser un peu, en mettre dans une tasse et verser de l'eau bouillante dessus. Et voilà. Ce n'est pas une tasse R2D2 d'époque, mais ça fera l'affaire. Essayons.
c'est vraiment très bon. Plus d'eau que de chocolat. J'ai mis trop d'eau, donc c'est un peu liquide. Mais je peux voir que ça pourrait vraiment être très bon parce qu'on perd la texture granuleuse. Ça a juste le goût du chocolat chaud. Je ne sais pas, tu sais, le truc c'est que si tu regardes les citations de l'époque où les gens en parlaient, elles ne sont pas toutes négatives. Certaines personnes disaient « Ouais, ce chocolat est correct ». Et ce qui est intéressant, c'est que mon grand-père en avait et il m'en racontait quand j'étais petit. À la fin de la guerre, il traversait l'Allemagne, je crois, jusqu'à Francfort et il distribuait ses chocolats parce qu'il ne fumait pas. Donc ils recevaient tous des cigarettes dans leur ration et tout. Et il les échangeait contre du chocolat, pas pour lui, mais pour pouvoir les donner aux petits-enfants allemands et je crois aussi aux enfants belges à un moment donné. Et il disait qu'ils adoraient ça parce que, encore une fois, tout dépend de ta situation. Est-ce aussi bon que le chocolat belge ou allemand d'aujourd'hui? Absolument pas. Mais quand tu meurs de faim, que ton pays entier a été décimé et que tu as de la chance d'avoir une pomme de terre, alors un chocolat médiocre va te sembler délicieux. Oui, j'adorais ces histoires qu'il me racontait. Il les appelait les petites Fräulein. Mais avec son accent, les petites Fräulein. Bref, oui, c'est la bardée, la ration D. J'avais envie de la faire depuis longtemps et je vais préparer plus de rations. Que je prépare réellement les rations, que je cuisine avec les rations ou que je prépare à quelqu'un quelque chose autour des rations. L'histoire dont je vais parler concerne les rations et la cuisine et ce que les différents soldats et les différentes armées mangeaient car c'était très différent. Et donc oui, d'ici 1 an ou 2, la dernière m'a pris environ 2 ans à faire et je n'ai même pas encore terminé la série Homefront. Alors restez avec moi pendant les prochaines années, pendant que je réalise ces vidéos, et je vous retrouve la prochaine fois sur Tasting History.